Donc on parlait des différentes cellules, on s'est arrivé au stroma irien en disant, mais donc on avait ici aussi des fibres de collagène, mais donc des fibroblastes, des mélanocytes, des chromatophores, des mastocytes, et l'autre je vous demande pas de le connaître. Okay, donc mastocytes, à nouveau vous avez un récapitulatif des différentes cellules à la page suivant, la page 65, hein, où là vous avez les différents éléments. De nouveau fibroblastes et fibrocytes. Je ne sais pas qui a écrit ce truc-là, mais donc c'est effectivement quelque chose de différent par rapport à ce qui est dans le cours de physio, mais donc on est bien d'accord que les fibroblastes, c'est les cellules matures des fibrocytes. Ok. Ensuite, les mastocytes, normalement vous savez ce que c'est. Hein. Ce sont bien des cellules du système circulatoire, c'est des globules blancs en fait. Hein. Ok. On a les macrophages, que vous connaissez aussi, et les chromatophores, qui sont des cellules pigmentées, je vous demande juste de retenir ça, ainsi que les mélanocytes. Donc si on vous demande quelles sont les cellules pigmentées du stroma irien, ce sont donc bien les chromatophores et mélanocytes. Ok ? Et donc on avait vu ensuite qu'effectivement, dans la partie l'épithélium postérieur, de ce qui se trouve ici, à nouveau, ce qui allait être important à retenir, c'est qu'on a donc une couche épithéliale et avec une membrane basale, mais cette membrane basale, en réalité, elle est constituée du muscle, ici, dilatateur de la pupille. Alors, à la page, la figure 13A, avec illustration du muscle irien, on le voit mieux. Donc, vous voyez bien qu'on va avoir le dilatateur qui est, ici, on le voit comme quelque chose d'assez épais, alors qu'en réalité, c'est vraiment très très fin et c'est vraiment juste au niveau de la membrane basale de l'épithélium postérieur. Donc on voit bien la couche de cellules épithéliales qui est dessinée à droite de votre schéma. Et ensuite, vous avez donc la lame basale et juste derrière, vous avez les myofibrilles du dilatateur. Okay, donc, ça c'est pour l'histologie. Ensuite, on va avoir ici au niveau de l'iris la vascularisation. Alors à nouveau, rien de très surprenant. Au niveau des artères, on a les ciliaires courtes postérieures. Ok, l'artère ciliaire courte postérieure qui est une branche de l'ophtalmique. Ok, et elle va traverser la sclérotique autour du nerf optique. Ok, et elle se ramifie dans la choroïde jusqu'à l'ora serrata. Ok. Et ensuite, on va avoir les deux ciliaires longues postérieures. Ok, les artères ciliaires longues postérieures. Donc, c'est ce que vous voyez ici. D'abord, vous avez de l'arrière ici. L'artère ciliaire courte, bien tout simplement facile à retenir. Elle est courte parce qu'elle arrive ici par l'arrière. Alors que l'artère ciliaire longue, ici, eh bien, vous voyez qu'elle rentre plus loin. Elle est plus longue parce qu'elle rentre plus loin au niveau du globe oculaire. Ok, donc l'artère ciliaire longue postérieure. Ok, elle traverse la sclérotique et se porte horizontalement en avant entre la sclérotique et la choroïde. Donc c'est vraiment, elle va rentrer, glisser entre la sclérotique et la choroïde. Et puis ensuite, vous avez l'artère ciliaire antérieure. Et ici, vous les avez, les artères ciliaires antérieures. Les artères ciliaires longues postérieures là. Et puis les artères ciliaires antérieures qui partent, donc qui se débranchent de l'artère musculaire qui traverse la sclérotique dans le voisinage de l'iris et se jette dans le grand cercle artériel de l'iris. Ok, donc c'est bien celle-ci. Au niveau des veines, pardon, eh bien on retient surtout qu'elles se jettent dans la veine ophtalmique. Okay, donc ça veut dire qu'on va avoir les veines qui vont drainer, si vous voulez, qui repartent avec les éléments nutritifs et qui vont aller se jeter dans la veine ophtalmique. Donc on a l'iris qui est vascularisé par l'artère ciliaire courte postérieure, l'artère ciliaire longue postérieure et les artères ciliaires antérieures. Au niveau des veines, on retient que c'est la veine ophtalmique. Alors, au niveau de l'innervation, on l'a déjà vu, comment est-ce que l'iris était innervé, donc je ne vais pas refaire ça, c'est dans une vidéo précédente où on parle bien de la mydriase et la myosis avec
ici le parasympathique et ici l'orthosympathique. Donc je vous conseille d'aller revoir cette partie ici dans les vidéos précédentes qui étaient encore avec le syllabus 1. Ok. Alors à la figure 16, on vous remontre le globe oculaire, plutôt cette version-ci. Hein, en vous redonnant les différents éléments que vous devez évidemment connaître. Hein, et vous voyez ici, on montre la vascularisation, justement. On voit ici la vascularisation. Et donc vous voyez en bas, dans votre schéma à vous, il est marqué, donc on voit bien les artères ciliaires postérieures courtes, qui rentrent donc ici à l'arrière du globe. Ensuite, la veine vortiqueuse, pas encore. Les artères ciliaires postérieures longues, on voit qu'elles rentrent beaucoup plus loin. Hein, elles sont plus longues, donc elles pénètrent ici entre la choroïde et la sclérotique. Ok. Et alors, on vous dit, ben, elles vont aller aussi jusqu'à, on rementionne l'ora serrata, et ora serrata, c'est bien à la fin de la rétine. La veine épisclérale et vortiqueuse, on en parlera après. Et alors, on a les artères ciliaires antérieures qui arrivent ici. Si vous les voyez dans votre schéma, vous avez ici les artères ciliaires antérieures, et donc elles arrivent directement par devant. Donc en gros, vous avez celles qui arrivent par derrière, courtes et longues, et celles qui arrivent par devant, qui rentrent ici au niveau de la choroïde par devant. Et donc ça, c'est les antérieures. Ok. Sinon, c'est plus ou moins tout ce que vous devez savoir. Ouais. Donc ça, c'est les informations pour la vascularisation que vous avez dans votre syllabus. Et puis ensuite, de nouveau, le para et l'orthosympathique avec les différents schémas. Ici, vous l'avez en 2 schémas, mais c'est exactement ça qui est représenté. Donc sur votre schéma de l'innervation qui est avant la page 68. On continue avec la choroïde. Okay. Et donc ici, on a nos fameuses tuniques. On reprend maintenant celle qui nous intéresse, qui est donc bien celle-ci. C'est un schéma que vous avez déjà vu en début de cours. Et donc c'est bien la choroïde qu'on va regarder. Hein. Donc cette partie-ci, non plus l'iris qu'on a déjà vu. Maintenant on fait la choroïde et puis on terminera par le corps ciliaire. Ok. Donc ici, on va avoir l'ora serrata. Ici, il est mal situé. Hein. L'ora serrata, il est là. Donc on va avoir au niveau de la description et de son rôle, donc rôle et caractéristiques, le rôle principal c'est écran lumière, ok, et c'est la membrane nourricière de l'œil. Ça marche. Donc on a vu que la sclérotique elle était blanche à l'extérieur, riche en collagène, qu'à l'intérieur par contre elle était pigmentée, elle était plutôt brune, et ici c'est un peu la chambre noire, quoi, hein. Donc on a vraiment une deuxième couche qui est vraiment rend l'œil impénétrable par de la lumière, extérieure en tout cas, et elle va bloquer la lumière intérieure qui arrive. Et donc on est bien ici dans un écran, et elle est ultra vascularisée, donc c'est elle qui va principalement aller nourrir les différents tissus de l'œil. On a vu que la sclérotique était peu vascularisée, ici c'est très vascularisé. Donc la caractéristique c'est qu'on va avoir 3 couches, la suprachoroïde, la choroïde et la membrane de Bruch. Ok. Et donc la suprachoroïde, et donc c'est ce qui est dans votre page, dans votre syllabus à la page 68. Hein. On vous parle donc des différentes couches. En dessous, on vous montre, là, dans votre schéma, la figure 3, l'ora serrata est mis au bon endroit. Et donc ici, on va avoir, donc, première description en bas de la page, la suprachoroïde. Ok. Alors, elle a une structure feuilletée, elle est en forme de lamelles se superposant et s'entrecroisant en délimitant entre elles des lacunes. Les lamelles seraient formées d'un véritable syncytium comprenant des noyaux plats ovales, de nombreuses fibres élastiques, de rares fibres de collagène, de grands mélanocytes remplis de grains pigmentés, d'autres cellules ressemblant aux fibroblastes mais contenant des granules denses non pigmentés. Okay. Ce que je vous demande de retenir de ça, c'est principalement qu'on va avoir des mélanocytes pigmentés, mais aussi des fibres élastiques et de collagène. Ça, c'est pour la suprachoroïde. Ok. Ça, c'est du dehors vers le dedans. Hein. Donc, la partie la plus externe, celle qui adhère à la sclérotique, c'est la suprachoroïde. Donc, dans l'ordre, on a
suprachoroïde, riche en mélanocytes pigmentés et en fibres élastiques et de collagène. C'est ce que je vous demande de retenir. Ensuite, choroïde, ok, elle va contenir évidemment des fibroblastes, hein, et ces fibroblastes, ils vont synthétiser des fibres élastiques et des fibres de collagène, des petits et des grands mélanocytes pigmentés, donc deux types de mélanocytes pigmentés, des macrophages et des mastocytes, et elle va être traversée par les vaisseaux et les nerfs. De nouveau, donc, vous comprenez qu'ici c'est un tissu qui est assez complet dans le sens où on va avoir des fibroblastes, tissu conjonctif, hein, fibres élastiques, donc c'est les cellules caractéristiques du tissu conjonctif, fibres élastiques et de collagène. On va avoir des mélanocytes pigmentés, on vient de dire qu'elle devait faire le rôle d'écran, donc effectivement elle contient elle aussi des mélanocytes, comme on en a vu ici au niveau de l'iris, hein, donc de nouveau tout ça, on est toujours dans la choroïde, donc ça semble logique. Macrophages et mastocytes, à nouveau, pourquoi? On en avait vu aussi dans le stroma de l'iris, tout simplement parce que dans cette couche intermédiaire, c'est comme si on disait le stroma, hein, c'est la partie centrale, et bien c'est là qu'on va trouver aussi tout ce qui est système immunitaire. Hein. Dans la matrice extracellulaire, on va avoir des macrophages et des mastocytes pour pouvoir nettoyer cette zone-là. Et surtout parce que c'est elle qui va être drainée par les vaisseaux sanguins et qui va être innervée. Okay, donc ça ressemble à une description qu'on avait avec une couche épithéliale, un tissu conjonctif, okay, et une lame profonde. Hein. La lame basale, normalement, elle est avant. Hein, mais... Donc, vous voyez un peu l'idée, c'est-à-dire qu'il va y avoir vraiment une couche très pigmentée à l'extérieur, la suprachoroïde. Ce n'est pas des cellules épithéliales, hein. C'est pas ça que j'ai dit. Hein. J'ai juste dit que ça fait penser à ce type de structure. Mais donc ici, on n'est pas dans des cellules épithéliales, mais donc bien des fibres élastiques et des fibres de collagène. Ici, les fibroblastes qui font aussi fibres élastiques et fibres de collagène, avec des mélanocytes pigmentés, des macrophages, des vaisseaux et des nerfs. C'est la partie centrale, quoi, hein, la partie principale en gros de la choroïde. Ça va? Vous avez la description à la page 69. Et puis ensuite, on a la membrane de Bruch avec deux feuillets, une lame choroïdienne externe et une lame rétinienne. Logique. Une lame choroïdienne, c'est-à-dire qu'elle est collée à la choroïde, et une lame rétinienne qui est la lame qui est collée à la rétine. Hein, c'est la jonction entre rétine et entre la rétine et la choroïde. Je vais y arriver. Ok. Ensuite, au niveau de la vascularisation, à nouveau, hein, ici, on a vu que ça continuait vers l'iris. Hein, vous vous souvenez, dans le schéma, l'artère ciliaire courte postérieure et les artères ciliaires longues. Hein. Mais ici, comme la choroïde est à l'arrière, eh bien, c'est principalement les artères ciliaires courtes postérieures qui vont irriguer la choroïde. Les artères ciliaires longues postérieures, quelque part, elles arrivent un peu trop loin. Enfin, elles arrivent à la fin de la choroïde, elles arrivent plutôt au niveau du corps ciliaire. Hein. Oui, du corps ciliaire, je vais y arriver. Okay, et donc plus vers l'iris, hein, c'est un peu trop loin. Donc l'arrière de la choroïde, elle est innervée par les artères ciliaires courtes, postérieures, celles qui rentrent par l'arrière. Okay, donc ça me semble assez logique. Et donc on vous dit par contre en avant, hein, des artères récurrentes du grand cycle artériel de l'iris, on les trouve seulement sur les versants antérieurs de la choroïde. Et donc ceux-là, vous les avez... trouver un autre schéma, mais il n'y en a pas. Donc les artères récurrentes, elles sont rarement dessinées, mais comprenez qu'elles viennent plus par l'avant en fait. Hein. Donc on a l'artère ciliaire courte ici, et puis les artères récurrentes, en plus elles sont anastomosées avec d'autres systèmes, elles viennent plutôt de l'iris, quoi. Elles reviennent en arrière. Comprenez ça comme ça. Ok? Donc on va avoir ces deux artères et la veine vortiqueuse qui est la veine de drainage et qui va permettre donc, elle, de faire sortir les éléments nutritifs, les déchets plutôt, qui n'ont pas été utilisés ou le CO2 qui a été fabriqué. Donc on va continuer maintenant avec le corps ciliaire et sa fonction pour terminer l'UV. Donc la troisième partie, on aura vu l'iris, la choroïde et maintenant le corps ciliaire.